Regardez au quotidien les décisions erronées de certains ministres. Moi, je vous prends mon cas. Je remercie ici Afrique Avenir. Et puis même les droits de l'homme du Cameroun, y compris de Genève, m'ont dit, mais professeur, saviez-vous que la mise à disposition illégale dont vous avez été victime à Gao, vous nous aurez saisi ici dans les droits de l'homme, on allait dire non. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce que j'ai parlé à la télé de l'affaire des stades de l'Aimé. Le directeur de l'IRIC m'appelle. Il me dit, le patron est fâché. J'ai dit, quel patron? Le monsieur me dit non. Il me cite quelqu'un que je voudrais te citer. Il m'a dit, il m'a appelé. Et il m'a dit, on te demande d'aller retirer ça. Vos parents. Mais je vous dis, le directeur dit encore là. Bon, je lui ai dit, je vais réfléchir. Ma maman, de fait, maman étant aussi membre du comité central, parce que nous sommes 3 familles comme ça, où le père et la mère étaient à la fois au comité central, j'en fais partie, heureusement, grâce au chef de l'État. Je vais consulter ma mère et je consulte certaines personnalités. Je reviens dire à monsieur le directeur de l'IRIC que non, moi je ne fais pas de politique à l'IRIC. D'ailleurs, le chef de l'État, lors d'une dernière réunion, nous a dit que vous êtes membre du comité central, mais vous serez confronté à avoir des patrons, il faut les respecter. Le ministre d'État, Jacques Famou Ndongo, mon ami qui est de bonne foi, m'appelle. Il me dit, ce n'est pas moi, c'est l'homme qui est là en haut. Il m'a appelé un jeudi. Vendredi, on m'a démis de mes fonctions de chef de département pour avoir parlé à la télé. Lundi, on m'a mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré. C'est un problème de droits de l'homme. Donc quand vous voyez les gens parler de cela, demandez aux gens, qu'ai-je fait pour qu'on détruise ma carrière? C'est pour avoir parlé. Donc vous comprenez que... Les restrictions dont parle votre... Les restrictions. Donc il faut faire attention. Je n'ai jamais eu de faute à l'université. Il y a un ancien recteur qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit que mais il est même étonné que quelqu'un vienne dire que... Mais à l'IRIC, pendant 8 ans au Boni Philippe, c'est moi qui ai le prix de l'enseignant, l'un des enseignants les plus appréciés. D'accord, on vous a entendu pour ça. Non, vous avez demandé 30 secondes. Tant que les gens violent les règles. Oui. Non, Boni. Vous avez demandé 30 secondes. On doit passer pour ça. Nous sommes victimes de ça. Oui, bien sûr, mais vous avez demandé 30 secondes pour ça. Les ministres qui violent les lois et qui incitent à aller au tribunal administratif. Quand un ministre signe une loi sur un problème foncier, il dit mais allez voir le tribunal administratif, les injustices et les injustices. Donc il faut comprendre que quand l'ONU vient ici, ce n'est pas parce que les gens sont dans l'enthousiasme de l'élection présidentielle. Pensez à ce que nous vivons au quotidien. Ces gens qui sont à côté du président Paul Biya là, 1, ils veulent faire effacer Paul Biya. 2, ils veulent s'imposer. Et je suis sûr que s'ils réussissent le coup de prendre cette affaire-là, vous allez voir, ils vont supprimer les télés, ils vont supprimer ci, ils vont supprimer ça. Tous ces acquis que Paul Biya nous a donnés, ma peur, parce que je tremble, quand je pense que ces gens sont en train de réussir ce que moi je sais là, moi je tremble parce que, je vous assure, nous allons pleurer Paul Biya toute notre vie. Et j'avais dit que vous allez voir, Paul Biya qui est un génie, qui est un grand homme, tout ce qu'il a implémenté, ils n'ont qu'une seule stratégie, détruire cela à leur dépens. Alors, je vais vous lire quelques extraits de ce pamphlet de Chirouma Bakary, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, président du FSNC, adressé à Kavaye Guy Djibril, président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, c'est une piqûre de conscience lancinante, devenue pratiquement un cauchemar dans mon esprit, qui me pousse d'aller vers vous et faire de vous un exutoire qui pourra soulager ma peine. Oui, Monsieur le Président, je suis bouleversé, peiné et chagriné à la veille d'une consultation électorale capitale de constater le délabrement généralisé du septentrion. Signé Chirouma Bakary. Nous allons lire d'autres extraits au cours de cette deuxième partie du débat. Docteur Mbok, Jean, vous êtes porte-parole du candidat Issa Chirouma Bakary. C'est quoi qui le motive à sortir un tel pamphlet adressé à quelqu'un avec qui il était encore il n'y a pas longtemps ensemble, il n'y a pas quelques semaines?
Je l'ai dit tout à l'heure plus haut, le président Issa Tiromba Bakary retenait déjà un homme entier, un homme total, un homme engagé. Et quand il est sur une cause, il la défend avec la dernière énergie. La cause qu'il défend aujourd'hui est celle des populations et celle du peuple, est celle justement du désordre national qu'on a tout à l'heure présenté, qui doit s'arrêter, et celle de l'ordre républicain qui doit revenir, mais aussi le respect des investissements qui sont annoncés, mais qui très souvent ne sont pas réalisés sur le terrain. On a plusieurs cas qu'on peut mentionner. On peut parler des routes, on peut parler vraiment, aucun Camerounais sérieux ici ne pourra dire que les projets qui sont annoncés sont effectivement réalisés. Il va donc partir du particulier qui est le grand dans sa globalité pour le général qui est le Cameroun tout entier. Il va donc commencer, et vous avez la lettre avec vous, il commence par majesté. Ce n'est pas anodin. Il s'adresse d'abord à un chef traditionnel qui est censé être proche des populations, très consciente de leurs réalités, de leurs défis, de leurs challenges, de leurs problèmes. Donc il s'adresse ici à quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui ne pourra pas nier tout ce qui a été dit dans cette correspondance-là. Mais à côté de la majesté à laquelle il ne s'adresse pas qu'au Grand Nord. Il s'adresse à toutes les majestés, parce que finalement c'est un réseau. Vous avez remarqué au Cameroun, les chefs traditionnels ont un réseau. Donc quand on parle à un chef, on parle à toute la globalité des chefs. Pour dire les problèmes qui sont décriés dans le Grand Nord, allez regarder tranquillement chez vous, ils ne sont pas différents. C'est les mêmes problèmes. Il va donc de manière succincte expliquer les défis, les challenges, les difficultés par lesquelles les populations passent. Mais ce n'est pas qu'il s'est assis, il a imaginé tout cela. Le président Tiroma, depuis sa démission et même avant sa démission, a passé le temps à la consultation, échanger avec les populations. Et je peux vous dire que je fais partie de ceux qui assistent à ces audiences et qui font des notes de rendu d'audience. Et dans ces différentes notes, des populations elles-mêmes se plaignent des problèmes qu'il a présentés et qu'il a décriés ici. Il interpelle donc ces élites à devenir finalement des ambassadeurs et non de faire valoir. Il interpelle ces élites à enfin prendre des mesures et leurs responsabilités pour que la situation des populations change. Parce qu'une élite, c'est l'avocat des populations. Une élite, c'est le représentant des populations. Je dis, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est donc ce qu'il faut retenir et comprendre dans un premier jet. Ouais, est-ce que ce n'est pas un jeu politicien? Est-ce que ce n'est pas le nouveau postulat de votre candidat qui justifie cette sortie, alors qu'il a quand même fait une vingtaine d'années dans ce gouvernement et que des constats comme celui-là n'ont pas été courants dans sa rhétorique? Mais écoutez, votre questionnement est intéressant tout simplement parce que quand il est au ministère de la Communication, pour ne prendre que ce cas-là, vous avez vu les positions qu'il prenait et qu'il défendait ce gouvernement parce qu'il y croyait. C'est ça, Issa Tiroma Bakary. Quand il croit à une situation, quand il est convaincu, il y va avec toute son énergie. Aujourd'hui, la réalité est qu'il est aux côtés des populations. N'essayez pas de lui refuser l'engagement qu'il a longtemps donné à ce gouvernement qui n'a pas réalisé les ententes qu'ils ont convenues entre eux. Aujourd'hui, qu'il se tienne pour les populations avec cette énergie, elle n'est pas nouvelle. Son engagement n'est pas nouveau. Sa détermination n'est pas nouvelle. Seulement que ce qui embête certaines personnes qui veulent battre en brèche cette correspondance, c'est que finalement, il défend la population qui mérite qu'on la prenne en compte, et ils savent qu'il est un guerrier, qu'il est un combattant, et qu'il va aller jusqu'au bout pour que ces populations-là bénéficient de ce qu'elles méritent. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Donc, essayez de vouloir venir dire, bon, avant il était ceci, maintenant il est cela, il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis. D'autant plus, Dr Mbork, qui jurait qu'il accompagnerait Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette petite vidéo et on reste avec vous. Très bien. Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse.
jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Alors, à vous la parole. Merci. Quand on dit accompagnement, il y a accord dedans. Il y a échange, il y a communication, il y a dialogue. Il y a un objectif, une cible qu'on doit atteindre. Ce n'est pas un mot vain. Cette interview ce ne n'est date pas pas de 5 ans. Mais oui, ne date pas de 5 ans. Je vous dis donc que le président Issa Chiroma Bakary est tellement structuré qu'il n'y a que des gens de mauvaise foi qui veulent essayer de voir autre chose. Avant sa démission, il a pris la peine de consulter sa base. Quand il a démissionné, il a communiqué avec les Camerounais. Il a fait une première lettre aux Camerounais pour expliquer le contexte de sa démission et pourquoi il s'en va. Il a fait des interviews, tout est sur la toile, tous les éléments sont disponibles. Je n'arrive plus à rencontrer le chef de l'État, donc on ne va plus nulle part, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication, donc ça signifie simplement la fin. Quand on n'arrive plus à marcher ensemble, écoutez, ils ne sont pas ensemble pour se dire je t'aime moi non plus. Ils étaient ensemble pour que le Cameroun, dans la parcelle qui lui avait été confiée, évolue. Jean-Moïse Mborg, lorsqu'on est dans son temps péremptoire, comme l'a été votre candidat, le ministre Chiroma, et que quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard seulement, on est appelé à prendre un virage à 90 degrés. Mais est-ce que ça peut garantir la crédibilité qu'on a, si jamais on l'a eu déjà? Mais écoutez, il est totalement crédible. Et vous n'avez qu'à voir ceux qui viennent à ces rencontres pour ne pas discuter de cela. Il est aujourd'hui l'un des hommes politiques qui fait foule, et sérieusement foule. Pas foule pour faire plaisir, mais foule parce que les gens croient en ce qu'ils portent. Boni, ne refusez pas de rentrer dans la réalité de ce que le président Chiroma a présenté. Et ne venons pas jouer à un petit jeu. Je vous ai dit, la politique de l'autruche est terminée. Et le syndrome de Stockholm, pour ajouter, doit s'arrêter dans ce pays. Et le président Chiroma donne donc le ton en disant clairement que quand on parle de gouvernance et de politique, on parle d'entente, de convention et de cheminement pratiquement au quotidien. Quand la rupture s'installe, ça veut dire ce que ça veut dire, mais la première chose que ça veut dire, c'est que c'est la fin. Et il a dit, je vais l'accompagner jusqu'à la fin. Je vais accompagner l'homme, je vois mon frère de l'UMS qui m'a fait l'homme. Je vais accompagner l'homme, mais on accompagne un homme avec qui on échange, avec qui on parle. Je vais accompagner un chef de l'État, c'est avec qui on échange et avec qui on parle. Maintenant, un homme responsable, M. Boni, parce qu'il a parlé à tous les Camerounais et en Mondovision, il revient vous dire lui-même que parce que je n'arrive plus à le rencontrer, notre engagement s'est arrêté. Il ne s'est pas caché. Pourquoi vous aussi, vous ne reprenez pas ça de manière responsable et que les médias... Pour dire que le président, je rappelle simplement, et je ne vais pas être péremptoire, une élection présidentielle, c'est un homme à la rencontre d'un peuple. Est-ce que Chiroma aurait tenu ce discours quand il avait faim, dans les années, début années 2000? Il a déclaré lui-même qu'il n'a plus faim. Il a déclaré lui-même dans quel contexte? Enfin, il a déclaré. Je ne veux pas situer le contexte, mais il a déclaré. Ne sortez pas les choses du contexte et vous essayez d'en faire une réalité ou une vérité. Mais, Boni, nous sommes sur des choses claires et simples. Nous convenons de marcher ensemble pour arriver au carrefour. C'est ça. Et nous sortons de cette porte et vous me dites, je ne marche plus avec vous. Je n'aurai aucune honte à dire à mon frère de l'UMS qu'il a dit qu'il ne marche plus avec moi. Ça veut dire que ne m'attend plus au carrefour avec lui. Je viendrai seul. Je n'aurai aucune honte à le faire parce qu'il était témoin de notre convention, de notre entente. D'accord. Quand vous parlez du président Chiroma, rappelons quand même qu'en termes de ceux qui ont porté l'opposition au Cameroun, il est pratiquement le seul dynamique, engagé, vivant encore aujourd'hui, je parle de ceux de son époque et de maintenant, qui est dans ses positions, qui sait être droit dans ses pompes quand il choisit de prendre une position. Bizarrement, quand il s'agit d'accompagner le système et le régime avec toute son énergie, personne ne se plaint. Quand il se met de côté, il dit « je ne veux plus ». Là, on se met à crier au scandale comme s'il avait commis un crime de lèse-majesté. C'est son droit de dire non. C'est son droit de dire « je ne marche plus dans ce principe et dans ce fonctionnement ». Ne lui refusez pas cela. Okay. Maintenant, et je sors par là, si un Camerounais qui n'a plus faim vient vous dire qu'il n'a plus faim, pourquoi ça vous pose un problème? Si le DG vous dit qu'il n'a plus faim, pourquoi ça vous poserait un problème? C'est son droit aussi, non? Mais je rappelle simplement que ce propos est hors de son contexte.
Et quand on veut remettre les choses dans le contexte, c'est qu'il a dit que lui, il n'a plus faim et il souhaiterait que tous les Camerounais n'aient plus faim. Et c'est ce combat donc qu'il choisit de mener à partir d'aujourd'hui. Remettez les choses dans leur contexte et on aura toute la vérité. D'accord. Qui sont utilisés, qui sont employés dans cette lettre-là. Bon, je voudrais faire rapidement 2 observations en une seconde, et je vais faire vraiment une seconde. Première seconde, nous sommes en campagne. Ça fait partie des stratégies de séduction des électeurs. Deuxième observation, mi offne, Premier ministre Bello Maïgari, Beissa Chiroma. C'est-à-dire, je voudrais d'abord, en tant que biaïste, exprimer ma reconnaissance la plus sincère au Premier ministre Bello Maïgari, à Issa Chiroma, pour le soutien qu'ils ont apporté au président de la République, à la politique du renouveau. Parce que vous savez, les gens bavardent, les gens disent des choses, mais je sais qu'une personnalité comme Bello Maïgari, là encore j'étais témoin, a sauvé 4 fois la vie. A dit que Paul Biya, il a sauvé 4 fois, sinon on perdait le pouvoir. Comment ça? En quoi le 1er mars 1992, ils ont une majorité de 68 députés. Si le ministre Bello s'est retenu, je me rappelle, j'étais déjà membre de cette campagne en 1992, j'avais 25-26 ans. Et je me souviens, avec le ministre Kongchou, quelques-uns, Achidi Achou, Rémi Zemeka, j'ai été parti de la modeste équipe qui a négocié. Nous étions des petits mandataires, des porteurs de sacs de courrier. Et si Bello s'est abstenu, Chiroma a accepté et ils ont permis au président Paul Biya de sauver la paix en se joignant à lui. Ça, il faut que... Oui, mais c'est pour dire quoi, professeur? C'est pour dire qu'il faut être reconnaissant quand quelqu'un vous a servi. Et moi, en tant que biaïste, je coordonne ce mouvement. Je remercie ces personnalités parce que lorsque le RDPC, mon ancien parti, a eu une majorité relative de 88 députés, je vous assure, c'est quand l'UNDP a dit nous allons vers lui, CODOC 18 députés, UPC a suivi, le MDR 6 députés a suivi. Deuxième fois où Bello Maïgari, le Premier ministre, sur la rue chef de l'État, qui, il faut le dire, a envoyé le chercher par le ministre Sadi et Hubert Nkoulou. Je le dis dans mon premier livre, Biya, indépendantiste et manœuvrier. Et lui dit, Ebois est en train de créer l'insurrection et le désordre. C'est le chef de l'État. Vous savez, les novices là ne savent pas cette histoire. C'est le chef de l'État qui a demandé au ministre Bello de revenir. Et c'est ça qu'il a envoyé. Bello vient, il joue le jeu du chef de l'État. Il renverse Samuel Ebois. Qui avait à côté de lui Aïssim Bodo, Tchanga Delphine, plus les élites anti-Biya qui étaient pro-aïdioïstes en 1992. Grâce à Bello, le président a sauvé son pouvoir. Le président nous l'a dit et il le reconnaît. Je l'écris. N'attendez pas la mort de quelqu'un pour l'écrire. Troisième élément, lorsque Bello sauve le président, on a l'élection présidentielle. Bello veut se rallier ouvertement au président. Nous sommes encore là. Là, vous êtes sur Bello, alors que nous, on est sur... Non, Chiroma, c'était la même équipe. Bon, enfin... Écoutez, c'est important. Non, mais c'est vrai que... Bon, toujours est-il que... Chiroma nous intéresse plus aujourd'hui. Je reviens sur Chiroma. Tous se mobilisent. Et ils disent à Bello, comme il y a un déséquilibre, et le conflit de Biya Aïdjo est à son paroxysme, il faudrait que toi, Bello, tu te présentes quand même. Parce que le Nord, actuellement, n'est pas prêt à donner ses voix au président Paul Biya aux élections du 11 octobre 1992. Pour freiner l'élan de John Frundi, Bello se présente, il obtient un score de 19% qui aurait pu partir radicalement à John Frundi. Alors amenez donc à Chiroma. J'ai été le dernier à le rencontrer. Je vous donne donc quelques chiffres. Prenez le rapport du ministère de la fonction publique. Je crois que le ministre de la fonction publique me suit. Il a recensé à peu près 274, 73 fonctionnaires présents et identifiés. Je vous donne les chiffres exacts. 324 fonctionnaires ont été identifiés globalement. Je vous donne les chiffres du ministère de la fonction publique. Je vous dis bien 324. Le ministre peut démentir ou ajuster. On s'est rendu compte que le Grand Nord, c'est quand même 33% de l'électorat.
ils ne sont pas 10% de fonctionnaires. Ils ne sont pas 10%. Ils ne sont pas 10%. Au prorata de la population et de la recommandation encore du président Paul Biya, qui a imposé un quota que certains ne veulent pas remplir, ne veulent pas respecter. Voilà un directeur général, mon frère et mon ami, vraiment qui est monsieur, quand on l'écoute, il est honnête, mais c'est assez normal, hein? Il est du RDPC, il doit être, non pas propagande, oui, mais il est biaïste, je le reconnais biaïste, il y a des biaïstes comme les Sardaouna et autres qui sont des frères et des amis, mais il ne faut pas noyer le président, tout simplement parce que le Grand Nord a des problèmes que le président, lors de son dernier discours, a reconnu. Je vous dis, un jour, je peux sortir de ce devoir de réserve, ça n'en est plus un. Le professeur Pondi, directeur de l'IRI, nous appelle. Paul Biya a écrit au directeur de l'IRI, via Atangana Mobara, qui nous transmet la lettre, le ministre d'État. Mais il ne comprend pas pourquoi, dans les concours de diplomatie, le Grand Nord n'est pas suffisamment représenté, ou encore les anglophones. On a corrigé. Donc c'est dire quand même que, lorsque nous parlons du septentrion, regardons les problèmes. Souvenons-nous quand même que nous sortons de 7 ans de gouvernance. Là, je veux vous dire que monsieur le doyen me permet d'aborder ma touche de politologue. L'un des coups d'État scientifiques les plus supersoniques dont on s'en souviendra dans 5-10 ans, c'est ce qui se passe actuellement. Où les gens ont mis le président en décalage. Ils font ce qu'ils veulent, ils mettent qui ils veulent, ils violent le programme du président. C'est mon livre. Bon, alors, les levées du pouvoir. oui, mais Sangari Amting, si alors, ramenez-nous à Chiroma. Oui, bien sûr, oui. Regardez la parole. Si c'est Chiroma qui le dit aujourd'hui, après avoir collaboré 20 ans, une vingtaine d'années avec ce pouvoir, est-ce que sa parole reste crédible? Bon, je garde ma touche de professeur titulaire de sciences politiques et droit public. Je la garde parce que ça me convient pour une seule raison, pour 2 raisons. Vous savez que vous êtes en train de faire le procès du président Paul Biya quand vous posez cette question. Lorsque le président Paul Biya, que je connais très bien, je suis l'un de ses biographes, lorsqu'il prend le pouvoir à 82, c'est 20 ans de collaboration avec Amadou Ahidjo. 1962, quand il arrive comme chargé de mission. 1982, quand le président Ahidjo lui cède le pouvoir. Quand il arrive, renouveau, rupture, il repense l'État, le corps d'Ahidjo est à l'extérieur, la femme d'Ahidjo est à l'extérieur, quel que soit le cas, même si la position du président est de dire que, bien, il attend sa famille, mais écoutez, vous voulez parler de la mémoire, vous voulez parler des traîtres, vous voulez parler... Moi, j'ai été parmi ceux qui, dans le cas du président Paul Biya, parce que, écoutez-moi très bien, 8 mois avant le décès de Mme Ahidjo, j'ai eu l'honneur de rencontrer cette dame à Saint-Paul. Elle m'a donné une lettre que j'ai portée au président de la République. Le ministre, directeur du cabinet civil vit encore. Elle m'a remis le chéquier elle m'a donné le chéquier du président Ahidjo en photocopie. Elle m'a remis l'acte de décès de son mari et elle m'a donné le livret de famille de son mari pour que j'apporte la preuve. Et j'ai encore la photocopie de ma note de conjoncture. J'ai vu le directeur du cabinet civil, le président a été informé. Le président, après, m'a aussi fait recevoir concernant cette affaire et cette mission par Mme Issou. Je m'abstiens de vous dire le contenu. Toujours est-il que faites attention lorsque vous parlez des gens qui lâchent ceux avec qui ils ont travaillé. Mais lorsqu'on a tenu la posture qui a été la sienne, oui, en disant... La fidélité. Non, en posant la question aux journalistes, oui, aux confrères et amis Tchusengok, est-ce que vous pensez que le président ne va pas être candidat en 2025? Parce que s'il l'est, je vais l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière politique. Et que quelques temps après, on retourne la veste. Vous comprenez? C'est le cas des biaïstes. Vous voyez la position de monsieur... Écoutez, observez bien cette élection. La position des biaïstes, pour certains qui sont membres du gouvernement, je ne vous dévoile pas qui fait quoi, qui a parlé, parce que ça a beaucoup jazzé la dernière fois. Et je vous donne la position des personnes qui sont proches du président, qui connaissent le président. On attend que le président sorte.
Mais est-ce qu'il n'a pas très vite parlé donc? Est-ce qu'il n'a pas très vite parlé? Parce que c'est embarrassant quand même d'avoir ces positions contradictoires. Je vais vous répondre. Vous savez, monsieur Boni-Philippe, vous êtes un très bon journaliste. Vous nous faites sortir des clips, sincèrement, c'est qu'on parle même lorsqu'on ne le veut pas. On n'a pas l'impression que c'est le président qui prend des décisions actuellement. Et je peux vous dire, permettez-moi de vous dire, les autres font la démagogie. Bon, je comprends leur position. On a un doyen qui avait été envoyé à Tchang lorsqu'il était encore fort, lucide. Et on a failli tuer mon frère. On a un directeur général qui réfléchit, qui dit que, mais mon Dieu, comment je vais faire si Biya n'est plus là? Moi, je suis très content comme ils m'ont radié du comité central. J'ai repris ma liberté d'universitaire. Parce qu'avant, dès que je parle ici, on me convoque au comité central. Dès que je parle ici, je vous dis quelque chose. Que mon frère Aboya sait, mais je comprends sa réserve. Que monsieur le directeur général, c'est juste ce qu'il en parle, on n'a pas l'impression que les décisions que nous voyons là, c'est le président. Mais il y a un ministre qui l'a exprimé. Et ma conviction aussi est la même. Et nous avons dit, nous voulons être sûrs. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu une chance, pour répondre maintenant à votre question par rapport à Chiruma. 2 jours avant sa démission, M. Chiruma m'a reçu pendant 3 heures de temps. Vous êtes témoin? 3 heures. Bien. Et puis j'ai encore eu une chance terrible. Le cabinet de Bello m'a appelé, alléguant qu'ils veulent acheter le grand pamphlet de 700 pages que j'ai fait pour le président. J'ai été au bureau du ministre Bello Bouba Maïgari pendant 2 heures. Wallah yallah, pardon. Je vous dis la main sur le cœur. Bello Bouba Maïgari, comme Issa Chiruma, n'ont jamais dénigré le président. Vous savez ce qu'ils m'ont fait passer comme message? On sait que ceux qui veulent prendre des décisions à la place de Paul Biya. Bon, nous sommes dans un film. Vous voyez des gens qui se sont engagés. Oui, on va soutenir. Oui, on va aller en campagne. Aller en campagne où? Avec qui? Pour qui? Vous ne voulez pas qu'on le dise? C'est du trucage qu'on vit là. C'est du trucage. C'est quelqu'un qui connaît le président. C'est quelqu'un qui a fréquenté le président et qui vous confirme que ce montage que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils ont mis le président... Non, mais le professeur, il ne le dit pas comme ça. S'il vous plaît. Nous avons une lettre. Chiruma n'a pas dit, en ce moment, je me détache ou je me départis de ma collaboration avec Paul Biya parce qu'il y a des gens qui manœuvreraient. Chiruma dit que depuis la nuit des temps, la province du septentrion, si vous voulez, la partie septentrionale du Cameroun a été abandonnée, elle est délabrée. Et ce n'est pas délabré, ce n'est pas du fait d'il y a 5 ans, c'est du fait, à la limite historique. Vous savez pourquoi il appelle Kabaï? Kabaï est biaïste. Regardez, il est marginalisé. Il y a Talba Mala qui est biaïste. Ils sont membres du mouvement national. Ils sont là. Ils sont marginalisés. Katal Balor, lui, on l'a carrément foutu à côté au comité, au secrétaire. C'est lui le secrétaire de l'organisation. Je connais les problèmes qu'il vit. Et on a même ressuscité un autre grand biaïste, Sali Daïrou, à Marois, qui est mon ami, que je fréquente. D'ailleurs, on l'a rappelé récemment parce qu'il voit que ça va mal. Donc, ce que les Chiruma disent, il leur faut Paul Biya, leur interlocuteur traditionnel, en place de certaines personnalités qui... Et là, ce que les Chiruma ne peuvent pas vous dire et qui motive ces lettres, les gens disent parfois que oh, mais Sanga parle beaucoup. Oh, mais oui, je bavarde. C'est cette bouche qui a sauvé Paul Biya aussi pendant 40 ans. Parce que je bavardais beaucoup contre les opposants. Ça a sauvé le président. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous dire ce que peut-être Chiruma ne veut pas vous dire. Lorsqu'ils appellent pour poser ces problèmes qu'ils exposent aujourd'hui au président, ils ne peuvent pas causer avec le président. Ils sont même grondés par certains collaborateurs du président. Non, vous ne pouvez pas sortir. Non, le président a dit. Mais ils veulent voir le président. Vous savez, les ministres sont les ministres du président. Les DG sont les DG du président. Même les professeurs d'université. Mais à savoir, là, pour sortir avec vous, s'il avait eu la chance de continuer de rencontrer le président, ces problèmes ne seraient pas valables, ça n'existerait pas. Il n'aurait pas eu le courage de poser ces problèmes et donc de prétendre mener un combat pour le peuple. Et là, je vous assure que si le président Paul Biya, qui est en captivité,
pris en otage. Non, moi je ne vais pas vous permettre de telles... Vous avez raison, mais moi je vous dis qu'ils ont confisqué le président. Non, de telles affirmations ne peuvent pas passer sur le plateau de toute façon, vous avez raison. Vous avez raison, mais moi je pense que le président qui est pris en otage là, si... Je vous dis que ça ne peut pas passer sur le plateau. Je dis ça, je vais donc plus loin. Sachez que, stratégiquement, si un certain nombre d'acteurs, au-delà des acteurs qui ont combattu le président pendant 43 ans, j'ai vu un ici sur le plateau qui avait porté plainte au président à Paris pour détournement de fonds mal acquis, est-ce que vous réalisez que vous avez une structure, je ne veux pas l'appeler G20, où des gars ont combattu le président pendant 43 ans. Il y a un qui est mon ami. Et là encore, je ne mens pas. C'est moi qui ai amené Jean de Dieu Momo au palais. Quand le président a eu besoin de Momo, demandait à Jean de Dieu Momo, c'est moi qui l'ai amené au palais. Hein. C'est moi qui lui ai dit, le président veut te voir, viens, on va. Il a demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Bon, ils ont demandé pardon. Maintenant, quand vous voyez l'autre qui arrive, 43 ans après, et vous allez vous attaquer seulement à ceux qui disent que non, nous voulons travailler avec le président. Mais où on va? D'accord. En fait, il faut arrêter tout cela et reconnaître que nous sommes en campagne, qu'on reconnaisse que les projets du président de la République, je ne peux pas les égrener ici, sinon l'émission ne finira pas, ont été détournés par certaines personnes, l'usine des tracteurs, et puis tous ces grands projets structurants, et que ces gens-là, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on soutient le président, on veut un bilan sur ce que le président a dit qu'il va faire. Oui, Dieu donnait son bas. Est-ce que vous comprenez le ton de la lettre de Chiroma Bakary en tenant compte des positions qu'il a eues antérieurement, dont la petite vidéo que l'on a diffusée dans cette émission? Non, moi je ne reporte pas mon jugement par rapport à ce qu'il a déjà dit. J'analyse en fait sa démarche. C'est un ancien ministre. Un ministre agit toujours dans un cadre de référence défini par le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Je suis à l'émission. On a adopté un certain nombre d'outils de gestion, notamment les stratégies sectorielles. Et donc ce qu'on attendait d'un ministre de l'Emploi qui démissionne, ce qui présente les critiques de la stratégie sectorielle telle qu'il les a gérées, en disant que voilà, moi j'avais tel secteur, voici ce que je critique de manière très spécifique. Ensuite, d'une manière plus générale en matière de gouvernance, parce que, comme il veut être le chef d'État, il aurait donc dû nous présenter ce qu'il critique dans les techniques de gouvernance des BIA. Il parle du Grand Nord, enfin, disons les provinces septentrionales, en évoquant leur état de délabrement. Mais le gouvernement dont il faisait partie a toujours affirmé qu'il voulait aussi résoudre ce problème de délabrement. Et d'ailleurs, ce gouvernement prétend avoir posé des actes pour résoudre ce problème. Ce sont les faits. La question aujourd'hui, c'est que en quoi, qu'est-ce qu'il reproche? Parce que maintenant qu'il se détache, il s'éloigne, on voudrait savoir ce qu'il reproche exactement à l'équipe dont il faisait partie. Voilà, c'est la bonne... Vous avez l'impression qu'il n'a pas sacrifié à cet exercice? Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en fait, moi, personnellement, quand je juge un ministre qui critique l'équipe, il doit critiquer l'équipe sur des points précis de la gouvernance. En disant que j'étais ensemble avec eux, on s'est entendu sur cette manière de faire, mais voici ce que moi je critique. Parce que lorsqu'il se présente le Grand Nord comme une zone sinistrée, il y a beaucoup de démagogie dedans.
D'abord, les indicateurs d'accès aux communautés modernes, les indicateurs de pauvreté, sont au Cameroun notamment corrélés avec la distance par rapport à Douala. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct. Le Grand Nord est la zone la plus éloignée, c'est normal. À côté de ça, le Grand Nord a été pénalisé par l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des zones où le développement a eu lieu un peu plus tard. Le Grand Nord est pénalisé par son climat. Le Grand Nord est pénalisé par l'insécurité. Donc, toutes ces combinaisons de facteurs expliquent que les indicateurs d'accessibilité au Grand Nord soient moins importants que ceux du Grand Sud. Mais le problème, c'est que est-ce que ça évolue quand même? Oui. Tout en étant moins important, la réponse est oui.